Je vous propose de réfléchir la question de l'empathie clinique. Alors c'est l'empathie, je vous expliquerai un peu ce que c'est tout à l'heure, et surtout en la mettant en lien avec le temps, ce qui va nous permettre de proposer une réflexion. Alors le titre il est un peu compliqué, hein, c'est une approche procédurale et systémique de l'empathie en gériatrie et psychogériatrie. Grosso modo, on va essayer de vous proposer un modèle qui va permettre de comprendre beaucoup de choses à la fois dans la question du temps, dans l'empathie et dans l'empathie en elle-même. Alors, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, on n'a vraiment pas de conflit d'intérêt dans cette discussion. Voilà quelques abréviations qu'on va utiliser, mais sans grande difficulté. En introduction, on pourrait dire que l'empathie, malgré le fait qu'on manque d'une définition consensuelle, reste quand même notée comme une compétence fondamentale dans le soin, que ce soit Oxford, Harvard, Paris, Cambridge, tous sont d'accord pour la mettre en avant, voire en premier. On sait qu'il existe des effets bénéfiques des comportements empathiques des soignants, autant que des zones de vigilance, des points de vigilance, que nous avons détaillés dans un article qui a été publié l'année dernière. Et puis on retrouve l'empathie dans les pratiques, par exemple, de soins centrés sur la personne. En gériatrie, on a la validation, on a aussi la communication efficiente dans les soins et la décision partagée. Et de notre côté, on a été alerté par plusieurs choses. D'abord dans les discussions qu'on a entre copains dans les structures de soins, la question du temps arrive quasiment illico dès qu'on parle d'empathie. Pendant les formations qu'on a eues l'occasion de donner auprès de jeunes étudiants, voire de professionnels, la question du temps tombe tout de suite, c'est la première question qui nous tombe dessus. Et puis l'épisode de Covid-19 a vraiment mis en lumière cette difficulté dans la mise en œuvre d'un accompagnement empathique. Et pour faire un tout petit lien, on peut parler aujourd'hui de les soignants ont-ils encore suffisamment d'empathie vis-à-vis des non-vaccinés, par exemple. On voit que rien que par cette question, on peut quand même s'interroger sur un risque d'un amoindrissement de l'engagement empathique des soignants. En tout cas, ça fait ressortir que le temps est une préoccupation centrale et vraiment légitime des soignants lorsqu'on leur parle d'empathie, et ça mérite quand même qu'on se pose la question et qu'on essaye de leur offrir une réponse. Du coup, on s'est posé la question: quelle est l'influence du temps sur l'empathie clinique et vice-versa? Pour faire cette présentation, on a fait une revue de littérature. Je vous passe les détails. On a fait des recherches scientifiques en gros, et puis on a ajouté à la fois des conférences que vous trouverez sur internet et des livres. On va articuler la réflexion en 3 points. Il y aura d'abord une réflexion sur le temps, une réflexion sur l'empathie clinique, et ensuite on va essayer de dégager quelques idées intéressantes pour essayer d'y voir plus clair. Le temps, quand on y réfléchit, c'est une conception qui est très très subjective, et c'est une notion plurielle, très très plurielle, fortement multidisciplinaire, et tellement multidisciplinaire qu'on peine à trouver une définition, au point que les plus grands scientifiques de nos jours s'interrogent sur l'existence même du temps. Alors pour les soignants, ça pose quand même une grosse question, parce que qu'est-ce que c'est le temps? Nous, on peut s'interroger sur l'aspect du langage. D'abord, le temps, c'est un mot valise, c'est une espèce de mot qui veut dire tout et son contraire, selon le contexte dans lequel il est utilisé. On dit qu'il est polysémique. Et puis, on a différentes approches du temps. Il y a le temps psychologique, qui va correspondre à la perception qu'on a du temps qui passe, par exemple, et la représentation qu'on va se faire des événements temporels. Ça va directement influer sur l'histoire de vie, c'est notre histoire de vie, notre autobiographie, et puis notre identité personnelle. On représente souvent ce temps psychologique comme une flèche qui traverse le passé, le présent et le futur en ligne droite. Et on va voir que ça, c'est très compliqué d'emblée. On a un temps thérapeutique qui est intéressant à observer pour les soignants, qui est fluctuant, qui est différent selon l'objectif de soins qu'on va mettre en œuvre. Si par exemple il s'agit simplement d'une prise en charge médicale courte, le temps thérapeutique est quand même nettement différent que si on se trouve dans un service de long séjour avec des accompagnements sur plusieurs années. C'est pas la même chose.
Et ensuite, on peut se dire aussi que chaque soignant va avoir un mode de fonctionnement avec les personnes qui va changer dans la temporalité. Par exemple, un soignant, un aide-soignant ou une aide-soignante va intervenir pour faire une toilette sur une durée qui est celle qui est nécessaire. À côté de ça, la psychologue ou le psychologue va intervenir peut-être sur des durées différentes, avec un rythme différent. Donc on est sur des temporalités qui sont pas les mêmes déjà rien qu'en parlant de temps thérapeutique. On a le temps social qui est le temps de la convention, c'est la minute, la montre, la seconde, le rendez-vous, bonjour, au revoir. Et puis le temps économique, on en a parlé peut-être pas encore suffisamment assez. Le temps économique, c'est la recherche d'une rentabilité et d'un coût au sein du temps, c'est une façon d'organiser le travail. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau quand on regarde comment ça fonctionne? La perception et la représentation du temps, en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs aires cérébrales et il y a plusieurs modèles qui sont proposés avec soit une structure qui chronomètre l'ensemble, soit un fonctionnement en réseau ou par petites zones de fonctionnement. Ce qui a été intéressant dans l'analyse de la littérature qu'on a faite, c'est qu'on a trouvé des modulateurs, donc des éléments qui interviennent dans la représentation et la perception du temps. Ces éléments sont soit plus ou moins liés à la personne, soit plus ou moins liés à un système dans lequel la personne intervient. On les a représentés, on les a catégorisés de façon un peu virtuelle, mais pour bien comprendre la suite, c'est important. On a précisé que ceux qui étaient liés à la personne sont l'avancée en âge, par exemple. Avec l'avancée en âge, on a l'impression que le temps passe plus vite, après moins vite, après plus vite. Tout ça, c'est très très bien détaillé. Les émotions, les biais cognitifs, le fait d'être très attentif à une chose module beaucoup la façon dont on perçoit le temps. Et puis, on a des maladies, parce que bon, on est quand même, nous, dans la gériatrie et la psychogériatrie. Donc, toutes les maladies neuropsychiatriques, donc qui touchent à la fois le système neurologique, le cerveau, et puis les maladies psychiatriques, vont influer sur la perception du temps et la représentation du temps, passé, présent et futur. On a aussi d'autres éléments comme les intoxications. On a retrouvé dans la littérature que même le fait d'être empathique amenait des modulations dans la perception du temps, et que la Covid avait aussi changé la perception du temps, et ce serait vraiment une discussion très longue pour aller là-dedans. Et puis on a le côté système, c'est-à-dire que si on regarde la personne plus comme un système biologique, les rythmes physiologiques, l'environnement, la gravité, et après le système dans lequel les gens travaillent, la gestion du temps, l'organisation et l'informatisation jouent un rôle important dans cette modulation. On va faire le même travail sur l'empathie. Alors je reviens pas sur les définitions qui ont été proposées, je vais juste insister sur le fait qu'il existe dans la littérature médico-scientifique essentiellement, je me suis vraiment arrêté là-dessus, une confusion qui apparaît à la fois dans le concept, dans sa mise en œuvre, avec des gens qui nous disent si il faut faire, d'autres qui nous disent non surtout pas, et puis chez les étudiants en médecine, les étudiants en santé, et même les étudiants tout court. Et tout ça génère, dans des méta-analyses qui ont été publiées, la conclusion que il existe un doute chez les étudiants en santé sur l'utilité et la pertinence même de l'empathie. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'alarmant, je trouve. Alors, pour essayer quand même d'avancer, on s'est un peu cloisonné dans l'empathie clinique, c'est-à-dire l'empathie qu'on met en œuvre dans le cadre d'un soin ou dans le cadre d'une prise en charge de soins. Elle est aussi multidimensionnelle, c'est-à-dire que elle a plusieurs sphères de fonctionnement, en gros. Elle s'intéresse beaucoup à l'aspect relationnel, comment l'empathie se met en œuvre dans la relation soignant-soigné. On va beaucoup s'intéresser à la compréhension empathique. On va positionner tout ça dans un processus psychodynamique, contrairement à ce que Carl Rogers faisait en tout début de carrière, qui lui le mettait plutôt comme un méta. Nous, on a pris plutôt le parti du processus. Alors au niveau cérébral, c'est pareil que pour le temps, sauf que là on a des idées un peu plus claires. On sait que grâce aux 3 composantes qu'on a déjà évoquées plusieurs fois aujourd'hui, affectives, cognitives et motivationnelles, on a des aires cérébrales qui sont en rapport avec chacune de ces composantes,
elles sont entièrement indépendantes les unes des autres. On a eu la théorie des réseaux de neurones miroirs qui a été détaillée dans les années 90, puis un peu décriée, et maintenant on commence un peu à y revenir, mais c'est toujours encore assez complexe. Ce qui est acquis, en tout cas au niveau neuroscientifique, c'est que on est sur de multiples aires cérébrales avec des interactions complexes et à des zones, à des niveaux de conscience très différents. On a fait pareil dans la littérature, on a regardé quels sont les modulateurs, on a essayé de les trier, voilà, ceux qui sont liés à la personne, ceux plus à un système, plus ou moins à la personne, parce qu'on peut jamais enlever la personne du système non plus. Sur la personne, on a retrouvé que la personnalité, l'âge, le fait d'avoir déjà suivi une psychothérapie, d'être parent, de certaines spécialités médicales modulaient beaucoup les auto-évaluations des tests d'empathie. Le vieillissement joue beaucoup sur l'empathie, en particulier sur les modalités de reconnaissance émotionnelle. Les pathologies neuropsychiatriques, vraiment il y a beaucoup à dire. Le Covid-19 qui a changé la donne sur certains aspects de l'empathie. Et puis ce qui est lié au temps, lié au système, c'est la pression du temps, c'est le stress de devoir intervenir sur des durées définies. C'est aussi les jugements et les stéréotypes qui sont liés à un système. Ça, c'est vraiment très important. Ce serait vraiment pertinent de pouvoir développer beaucoup là-dessus. On a remarqué aussi que dans les études, dans les analyses de la littérature, que les études universitaires avaient tendance à générer un certain déclin dans les scores d'empathie. Et puis, voilà, on sait que la satisfaction au travail fait le contraire et qu'il est possible. Il est scientifiquement démontré qu'il est possible d'enseigner ou en tout cas de cultiver l'empathie des soignants, même si c'est à des degrés relativement modestes, avec des biais très importants dans les études, et sur des durées qui peuvent aller jusqu'à 12 semaines après intervention. Alors maintenant, on va réfléchir un peu le temps et l'empathie, essayer de croiser les deux. Nous, on va proposer deux visions, une individuelle qu'on va présenter sous la forme d'un processus, et une structurelle qu'on suggère comme étant quelque chose de plus systémique. Alors au niveau du processus, on va limiter la rencontre à 2 personnes, seulement on sait d'emblée que c'est faux, parce que tout à l'heure on a parlé d'auto-empathie, c'est-à-dire la façon d'être avec soi-même empathique, et puis en gériatrie on est rarement face à une relation duel. En général il y a l'aidant qui est présent, donc on est sur des triades ou des équipes, c'est beaucoup plus compliqué. Mais pour réfléchir, on va se limiter à 2 personnes qui vont entrer en interaction. La personne soignée, qui est celle qui va s'exprimer première, va exprimer des opportunités empathiques qui sont des portes ouvertes vers la relation empathique. C'est-à-dire que à ce moment-là, c'est une porte ouverte vers un état émotionnel ou vers la possibilité de comprendre quelque chose de son état interne, qu'il soit cognitif ou affectif. Cette opportunité va être reçue pour analyse par le soignant. Et d'emblée, on a ici une question fondamentale, c'est que les mécanismes de défense des soignants peuvent jouer de façon défavorable à la réception de ces opportunités empathiques. Et ici, il est aussi question de l'habilité à reconnaître les opportunités empathiques qui sont pas forcément si faciles que ça à interpréter, en particulier chez nous en psychogériatrie. Ces différentes opportunités vont être intégrées et il va y avoir plusieurs étapes de réflexion qui vont être nécessaires pour le soignant. Alors, il y a plusieurs théories à ce niveau-là, on n'a pas le temps de les détailler. Une partie de cette information va être internalisée, c'est-à-dire que l'émotion qu'on va recevoir d'une personne va nous directement être intégrée chez nous. Et il paraît impossible d'avoir une relation avec une personne sans qu'il y ait d'échanges affectifs, émotionnels. Je pense que c'est une illusion de croire qu'on peut rester que sur une empathie cognitive. Donc cette internalisation va potentiellement générer des micro-traumatismes répétitifs que le soignant va avoir besoin de gérer, sinon il risque de développer un épuisement psycho-affectif. Ensuite, il y aura une mémorisation pour permettre à la fois la durabilité de la relation et puis la retranscription à la fois dans la réponse et dans l'équipe, on verra après. La restitution qui va être faite par le soignant est très importante parce que
c'est tout à l'heure on parlait de la compréhension, c'est se sentir compris. Pour se sentir compris, il est important que la personne qui cherche à comprendre l'autre lui retranscrive ce qu'il a compris, pour que ça puisse être vérifié. Et donc cette retranscription peut être à la fois directive, c'est-à-dire ouais j'ai compris ça, point, semi-directive ou non directive, selon la formule de Carl Rogers, verbale ou non verbale. La personne soignée va recevoir cette information. En gériatrie, on a beaucoup de difficultés à cet endroit-là. Il y a déjà les troubles neurosensoriels, c'est-à-dire ils ont des problèmes à la fois visuels, ils vont moins bien, ils entendent moins bien, et puis il y a aussi des difficultés qui se trouvent un petit peu après, c'est-à-dire que est-ce que tout ça arrive bien à être intégré pour que justement une réflexion puisse être menée et que la personne puisse générer à la fois un message de correction ou de validation qui va être retransmis à ce moment-là à la personne soignée avec ou sans nouvelle opportunité empathique. Ça c'est un modèle qu'on propose, qu'on a trouvé nulle part dans la littérature. Pourtant il nous semble vraiment assez intéressant. Si on regarde un peu les perturbateurs de cette relation, on a parlé tout à l'heure de l'histoire de vie et de la flèche du temps. Seulement, chez les personnes présentant des troubles cognitifs, comme la maladie d'Alzheimer ou choses comme ça, la représentation autobiographique peut être totalement déstructurée. Et donc, quand le soignant, pour prendre la perspective de la personne, essaye de remettre les choses dans l'ordre chronologique, il est déjà totalement désynchronisé avec la personne qui présente les troubles cognitifs, pour qui la chronologie n'existe déjà plus, ou n'est plus la même. Il va y avoir de nombreuses contraintes qui vont intervenir pendant cette relation pour le soignant. Par exemple, il va devoir faire une évaluation, un soin, donner un traitement. Et pour la personne soignée, les contraintes sont très différentes. Ça va être l'expression d'un besoin qu'il est nécessaire pour lui de satisfaire. Ces besoins, on les connaît grâce à la pyramide de Maslow pour se faire une idée. Ça peut être la recherche tout simplement d'un maintien de la bonne santé ou de retrouver la bonne santé. Et puis, le puzzle, ça représente la recherche de sens dans l'expérience vécue, parce que parfois ils l'ont perdu et ils cherchent dans la relation à remettre du sens. La conscience du moment vécu est pareil, est totalement différente d'une personne à l'autre. Et en particulier quand on est face à des problèmes de maladies neurologiques ou psychiatriques. Cette conscience temporelle étant totalement désynchronisée potentiellement entre les deux, va générer parfois une rupture dans la compréhension, qui est très difficile à gérer parfois. Et puis on a les modulateurs qu'on vous a présentés juste avant, issus de la littérature, qui vont influencer l'empathie, soit en plus, soit en moins, qui vont moduler aussi la capacité et la perception et la représentation du temps en plus rapide, moins rapide, et ça va des deux côtés, hein. Ces modulateurs sont valables pour les deux personnes. Du coup, nous, on a l'impression qu'il y a plusieurs temps qu'on peut définir dans cette relation. Il y a un temps préalable, c'est-à-dire que le soignant a besoin de se préparer pour entrer en relation, il a besoin de connaître un peu le patient, il a besoin de se recentrer sur lui-même pour pouvoir entrer dans cette relation. Il y a un temps qui intervient après, où il va essayer de mettre en forme pour, par exemple, retranscrire dans le dossier médical, ou retranscrire à l'équipe, ou simplement analyser pour faire durer la relation empathique dans un contexte thérapeutique sur la durée de prise en charge, le temps thérapeutique dont on parlait au tout début. Et puis, pendant la relation, c'est-à-dire per-relation, on a l'impression que plusieurs temps pourraient être chronométrés à condition d'être correctement définis. Et on voit tout de suite qu'il y a certains temps qui ne peuvent pas être mesurés, comme par exemple, tout à l'heure on parlait de l'internalisation des émotions. Pour s'en débarrasser, ça intervient dans la relation thérapeutique et c'est très nettement au-delà de la relation empathique, pardon. Et puis au final, on peut se poser la question de combien de cycles thérapeutiques, enfin de cycles empathiques vont être nécessaires pour que la personne soignée ressente la volonté empathique du soignant. Finalement, c'est plus ou moins ça le départ. Ou si on est dans un objectif thérapeutique, psychothérapeutique ou autre, combien de cycles, combien de prises de conscience, par exemple, on va se dire, voilà, il faut 3-4 prises de conscience pour avoir
atteint l'objectif de la relation thérapeutique. On voit bien du coup que si on chronomètre le temps global, on a perdu beaucoup d'éléments. Lorsqu'on place cette relation dans un système, ça va devenir beaucoup plus difficile. Le système est un ensemble vivant où interagissent à l'intérieur plusieurs personnes, à la fois les personnes, ici S, soignants, M c'est médecin, E c'est ergothérapeute, enfin c'est l'équipe soignante, quoi. De l'autre côté, R c'est résident, A ça va être les aidants. Toutes ces personnes interviennent à l'intérieur de ce système. Elles peuvent même en sortir et y rentrer. Il va se créer de très nombreux liens entre chacune de ces personnes, et ces liens interagissent entre eux, c'est-à-dire que le lien qui va se créer entre un aidant et un soignant va potentiellement moduler un lien qui se crée entre le résident et un soignant. Donc on arrive dans quelque chose de vraiment très complexe à intégrer, et ce système est lui-même sous le coup de modulateurs qu'on a présenté tout à l'heure aussi, plus ou moins. Des modulateurs qui lui sont à la fois internes, comme par exemple l'organisation du travail à l'intérieur d'une structure d'EHPAD, et qui sont externes, le côté externe, la société, la culture, la politique, l'économie, pourquoi pas. Et tout ça va influencer les capacités de mise en œuvre de comportements empathiques par les soignants et par l'ensemble des intervenants du système, c'est-à-dire même les personnes non soignantes, même les aidants, même les résidents, parce qu'eux aussi ils peuvent être dans une relation empathique. Et puis ça va aussi beaucoup moduler la perception du temps, la représentation du temps et aussi le temps disponible pour chacun des acteurs. Donc on arrive quand même sur une question qui est vraiment très très complexe. On voit quand même qu'elle est vraiment centrale, hein. Il y avait vraiment un ressenti tout à fait pertinent de cette question, qui positionne la question du temps de façon très très pertinente. Et cette question, elle est d'une très grande complexité parce qu'elle intervient dans une intersubjectivité, c'est-à-dire dans la façon dont chacun se représente les choses finalement, à la fois au niveau individuel et à la fois au niveau d'un système qui interagit avec tous ces individus. On pense qu'il serait prudent d'éviter de limiter la question de l'empathie clinique à la durée totale d'une relation, parce que c'est comme ça pour l'instant que c'est étudié. Parce que ça fait disparaître à la fois le côté systémique et la complexité de tous ces temps qu'on vous a montré tout à l'heure, et ça a tendance à faire porter la responsabilité de la relation empathique au seul soignant, ce qui est une erreur fondamentale dans ce questionnement. Et puis, si on est encore dans ce modèle, on va plus ou moins générer une forme d'impuissance acquise, c'est-à-dire qu'à force d'être dans l'impossibilité de pouvoir gérer tout ce que on vient de vous montrer dans la relation empathique, au fur et à mesure, les gens vont se dire c'est plus faisable, c'est impossible, et puis ils seront dans un apprentissage de l'impossibilité, avec le risque majeur d'une déshumanisation des soins dans les structures de soins, ce qui serait vraiment pas acceptable. Alors quelles actions est-ce qu'on pourrait proposer? Tout ça, c'est issu de l'ensemble de la littérature que vous retrouverez tout à l'heure, je vous dirai pourquoi. L'une des premières choses qui nous paraît importante, c'est de questionner les objectifs de la rencontre. Pourquoi est-ce qu'on souhaite mettre en place une rencontre empathique? Dans quelle mesure? Quel est l'objectif? Quelles en sont du coup les limites? Donc mieux définir ces objectifs permet aussi de pouvoir mieux les étudier et de mieux se positionner par rapport à cette relation, en faire quelque chose de plus naturel. On propose aussi que, d'après la littérature, des formations à la fois individuelles, des formations de groupe, comme en parlait Julien, les supervisions, les intervisions aussi, où on est beaucoup moins dans l'intervention entre collègues, et puis des formations aussi au niveau des structures, qui s'adressent à la fois aux personnes soignantes et aux personnes non soignantes. Il est important que les personnes qui prennent certaines décisions aient la mesure du juste impact de ces décisions sur les aptitudes empathiques des soignants.
On en entend beaucoup parler en ce moment dans les informations. Et puis, il est important que des ambitions institutionnelles, politiques, sociétales et même culturelles se mettent en œuvre, favorisent, mettent en avant de beaucoup la question de l'empathie dans les soins. En particulier, chez nous, en gériatrie, on est très attaché à la réflexion, et en tout cas à la lutte contre l'agisme, qui est une sorte de ségrégation des personnes âgées sur la base de leur âge. Tout ça a un impact négatif sur les aptitudes empathiques. Et en dernier lieu, ce qu'on a vu dans la littérature ressortir vraiment très nettement, c'est une demande des soignants à une promotion de leur autonomie dans l'exercice de leur profession, et même dans l'exercice pas individuel, mais en structure, en équipe, de façon collective, en interdisciplinarité, et non pas en pluridisciplinarité où on fait qu'additionner les spécialités. Là, c'est vraiment l'interdisciplinarité, donc le côté plus systémique, et puis la bonne santé des professionnels. Je pense qu'on peut vraiment insister énormément là-dessus. Des professionnels en bonne santé sont des professionnels qui peuvent s'investir en termes empathiques dans une relation de soins. Voilà. Alors derrière, vous trouverez toute la bibliographie. Pour juste vous donner une idée, on a rédigé intégralement cette intervention. On a réussi à faire publier dans la revue Neurologie, Psychiatrie, Gériatrie. A priori, on a fini la phase de relecture. Donc on va soumettre le définitif à la revue qui, on l'espère, va accepter le manuscrit final qui reprend toute la bibliographie qui a permis d'établir la réflexion qu'on vous a présentée.